J'étais lauréat de la promotion précédente, 2018, pour travailler sur les mutations du travail. Et je suis évidemment très honoré d'être aujourd'hui chairman ou président des 2 sessions à venir, sessions 2 et 3. Alors comment ça s'est déroulé? Eh bien, je suis resté évidemment en contact avec José et lui ai présenté quelque chose que j'ai réalisé, qui est très lié à la journée de l'année dernière, puisque grâce un peu à la notoriété que l'on peut gagner avec cette journée, eh bien, j'ai été au contact d'un certain nombre de dirigeants d'entreprises et je suis devenu une sorte de gadget sociologique pour eux. Ils commencent à me demander tout un tas de choses. Et ces dirigeants, ils lisent, c'est bien, les dirigeants qui lisent. Il y a 2 types de travaux qui les stimulent énormément en ce moment. Harari, Sapiens, ils sont vraiment dans la mode de l'analyse de nos origines, grand discours sur Sapiens qu'on redécouvre, et ils sont aussi très sensibles aux neurosciences. Jean-Philippe Lachaud, par exemple, c'est un auteur qui marche bien auprès de ces populations. Et du coup, à travers ça, ils s'interrogent, après avoir énormément sophistiqué leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations, avoir sophistiqué la confiance, et bien sûr les mécanismes fondamentaux qui régissent les rapports humains. Voilà. Et qu'on soit d'accord avec Harari ou avec Lachaud, ils portent ce discours de l'essence de l'homme. Et ces dirigeants, ça les intéresse. Alors, certains dirigeants sont venus me voir et m'ont dit alors on voudrait faire réfléchir sur des éléments de fond, de la nature humaine, de la nature des sociétés humaines. Et je leur ai proposé un certain nombre de thèmes très classiques des sciences humaines et sociales, le don, les habitudes, la coopération, j'ai été très libre, la liberté. Voilà. Et il y a un sujet sur lequel qui m'ont imposé, c'est la confiance. Alors, ils m'ont dit, on va travailler sur la confiance. Alors ils voulaient un peu des choses classiques, des conférences, des séminaires, et je leur ai proposé des vidéos que tous les salariés pourraient recevoir. Alors finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais en tout cas, ces vidéos, on les a faites, et je vais vous présenter la vidéo qu'on a réalisée sur la confiance, qui dure 3 minutes. Alors, l'entreprise que je me suis vraiment attaché à rendre anonyme dans tous mes travaux, elle sort du... Pourquoi nous faire confiance? En 2012, 3 chercheurs d'Harvard réunissent plusieurs inconnus autour d'une table pour un jeu. Ils leur demandent de placer de l'argent dans un pot commun et observent les participants. Vont-ils investir immédiatement dans le groupe? Vont-ils d'abord regarder le comportement des autres? Vont-ils se méfier d'éventuels profiteurs? Les résultats sont étonnants. En mesurant le temps de décision de chaque joueur, on constate que plus les sujets répondent vite, plus ils sont coopératifs. Au contraire, ceux qui prennent le temps de la réflexion diminuent les contributions. Conclusion, l'intuition nous mène vers la confiance. La raison nous rend méfiants. Pour le psychologue Daniel Kahneman, en état de confiance, le cerveau fonctionne sur le mode de la routine, appelé système 1. Ce système de décision automatisé et rapide repose sur une foi raisonnable dans la stabilité du monde. En général, les avions ne s'écrasent pas, les médecins sont compétents et les pieds de chaise sont solides. L'esprit peut rester confiant. La méfiance s'installe dans le système 2, celui du contrôle attentionnel. Il est plus lent, plus fatigant, plus calculateur. En mode système 2, l'esprit se met à chercher, calculer, contrôler. Il se méfie. Dans la théorie économique, la figure emblématique du système 2 porte un nom barbare, l'agent maximisateur, appelé aussi Homo economicus. Nous serions tous des agents maximisateurs car nous essayons toujours de satisfaire nos propres préférences lorsque nous sommes face à des choix. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je risque? Tous les agents maximisateurs ont en effet une caractéristique commune. Ils examinent les différents choix possibles et choisissent égoïstement le meilleur pour eux-mêmes. Par une opération magique que l'économiste écossais du XVIIIe siècle Adam Smith appelle la main invisible, le choix optimal de chacun conduit au bien commun. Ici, on ne parle pas de confiance, mais d'harmonisation naturelle des intérêts individuels. Fruit du système 2, celui du calcul, elle aboutirait cependant à l'intérêt général. Et pourtant,
Lorsque nous ne connaissons pas tous les tenants et les aboutissants d'un problème, nous sommes obligés de faire confiance aux autres sous peine d'être paralysés. La confiance devient ainsi fondamentale dans les situations d'incertitude, de risque, qui découlent d'une connaissance incomplète d'un problème à résoudre, d'un objectif à atteindre, des moyens disponibles. Nous ne connaissons pas le pilote de l'avion, mais si nous ne lui faisons pas confiance, nous ne volerons jamais. En situation d'incertitude, la confiance apporte dès lors deux sources de réconfort. La sérénité, car la confiance permet de s'abandonner à un tiers et de faire baisser son niveau d'inquiétude. Et la simplicité, pouvoir compter au travail sur des collaborateurs de confiance évite le lourd prix organisationnel des consignes et des contrôles pointilleux. Pour l'économiste Elena Lassida, c'est toute la différence entre le contrat et l'alliance. Si le contrat est motivé par la méfiance à l'égard de l'autre et soumis toujours à des conditions, l'alliance est fondée sur la confiance réciproque et inconditionnelle. La confiance mène à l'alliance qui conduit ensuite à l'entraide, car nous aidons plus volontiers les personnes, les collègues, lorsque nous avons confiance dans le groupe que nous formons. Le bon fonctionnement du système 1 nous incite à y recourir toujours davantage, car c'est tellement plus facile de travailler en confiance. Cela nous permet même de nous lier avec des personnes que nous ne connaissons pas, mais qui ont une bonne réputation. Un mécanisme fondamental du vivre ensemble dans les sociétés modernes, où nous ne pouvons pas connaître tout le monde. La confiance produit alors un effet magique. Nous pouvons nous reconnaître sans nous connaître. Et vous, comment faites-vous confiance? Voilà. Marion et Sacha répondent vraiment à cette question sur comment nous faisons confiance et reviennent à l'essence, à l'essentiel dans les mécanismes de la confiance. Et c'est ça qui intéresse les dirigeants avec lesquels je travaille. Il semble qu'on est en train de réhomogénéiser la confiance, là où on avait créé tout un tas de dispositifs de confiance, on avait sophistiqué la confiance, et j'avais l'intuition, et j'ai été conforté un peu par les présentations de ce matin, que plus on sophistique la confiance, plus cela traduit la méfiance en fait. Et eh bien, c'est ce retour au basique, c'est un peu l'anti-Taylor quand il dit il faut mettre en place une organisation pour lutter contre l'inclination naturelle de l'homme à la farniente. Donc l'organisation du travail, c'est une méfiance en fait envers ce que ferait l'homme s'il n'y était pas. Alors Marion nous dit que la confiance, ça se construit vite. En tout cas, lorsque un énoncé tel qu'il est formulé, eh bien, suscite de suite une adhésion, une confiance. Eh bien, c'est ce que dit en tout cas Daniel Gilbert, qu'elle discute, voilà, et qu'elle critique, eh bien, on adhère, quand bien même, après il s'avérait que le texte est faux. Et c'est ça qui est bien vraiment avec le travail de Marion, c'est qu'elle va rentrer dans une dispute intellectuelle avec Daniel Gilbert, une dispute au sens antique, une discussion qui révèle vraiment ce qu'est la science. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une table ronde sur l'intelligence artificielle, et à un moment, quelqu'un m'a dit « je ne suis pas d'accord avec vous ». Et puis il y avait mes étudiants autour de moi, et je me suis dit « mais qu'est-ce qu'ils vont faire de ça ?» Et quand j'ai débriefé avec eux, ils m'ont dit « vos désaccords nous mettent en confiance envers la science ». Latour a beaucoup parlé de la crise de l'institution scientifique, et bien peut-être que la crise de confiance dans l'institution scientifique peut passer par une civilisation de nos controverses, où on accepte de mettre à jour nos désaccords, et visiblement ça peut mettre en confiance le public. Sacha, que vous allez dévisager progressivement au long de sa présentation, pour Agissable, lui m'a directement touché. D'abord parce que mon premier cours sur la modernité, je l'avais appelé « Pourquoi je ne peux pas cuire ma pizza surgelée chez la boulangère de ma grand-mère ». Voilà. Et finalement, il semble que les chercheurs en sciences humaines et sociales aient une fascination pour les boulangères. Et il va falloir qu'on fasse un travail sur l'attractivité de la boulangère pour les chercheurs. Et puis, actuellement, pour une autre entreprise, une entreprise m'a demandé de faire réfléchir les gens sur le visage, leurs salariés sur le visage, dans un contexte où ils ont énormément mis en place de télétravail et de visioconférence. Ils ont le sentiment qu'il y a une dégradation par la perte de perception des informations portées sur le visage. Et donc je suis en train de créer des expériences pour les entreprises où les personnes font des réunions avec des masques et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, deux textes très intéressants, une présentation très intéressante qui vont nous projeter dans les mécanismes de la confiance. Et maintenant je laisse la place à Marion. Merci.
Oui, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à une introduction aussi à propos. Donc, vraiment, merci. Alors, dire que les humains sont trop crédules, qu'on croit tout ce qu'on dit sans examen critique, relève pratiquement du lieu commun. On dit aussi souvent, et il y a des données qui vont dans ce sens, que même quand une information est démentie ou que la source de l'information qu'on a reçue est discréditée, eh bien l'information en question continue à jouer un rôle dans nos décisions, dans nos raisonnements, et cette crédulité fondamentale, je termine là-dessus, expliquerait entre autres la force et la persistance des rumeurs, l'efficacité de la publicité, de la propagande, la circulation des fake news, celle des théories du complot, etc. Et tous ces phénomènes en fait sont l'objet d'études en psychologie sociale. Et dans ce cadre, il est assez largement admis, enfin pas unanimement, mais assez largement admis qu'effectivement les humains feraient preuve d'une crédulité excessive vis-à-vis des informations qu'ils reçoivent. Donc excessive au sens où, d'un point de vue épistémologique, au sens où ils accepteraient de croire des choses qu'ils ne devraient pas croire rationnellement, et puis excessive aussi au sens où cela les conduirait à des situations peu souhaitables. Ou conduirait la société à des situations peu souhaitables. Mais ça, c'est pas quelque chose sur lequel je vais regarder. Donc d'abord quelques éléments de contexte et le lien avec la question plus générale de la confiance. Je vais faire une clarification importante. Quand ici, donc je lis fondement épistémologique et cognitif de la confiance épistémique, on a parlé de confiance dans beaucoup de sens différents. Ici, précisément, cette crédulité excessive constituerait un excès de confiance épistémique. Alors, qu'est-ce que c'est que la confiance épistémique? C'est la confiance dans ce que me dit autrui. C'est pas la confiance dans le fait que le médecin va bien m'opérer, c'est pas la confiance dans le fait que l'avion ne va pas s'écrouler, c'est la confiance dans le fait que mon interlocuteur est fiable. Alors effectivement, dans la fiabilité, il y a une composante de sincérité et d'honnêteté et une composante de compétence. Mais en tout cas, je me concentre exclusivement sur la question de croire. Enfin, qu'est-ce qui fait que je crois ce que autrui me dit? En elle-même, la confiance épistémique n'est pas irrationnelle, loin de là. La société ne pourrait pas fonctionner d'une part sans que, par défaut, les interlocuteurs croient ce que les autres leur disent. D'autre part, il n'est pas irrationnel, toute chose égale par ailleurs, sans raison particulière de douter, de croire ce que l'on dit. Cette question-là, elle fait l'objet de tout un domaine en philosophie de la connaissance, qu'on appelle l'épistémologie du témoignage, sur laquelle j'ai plus travaillé que ce sur quoi ce que je vais présenter aujourd'hui, mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Et elle fait aussi l'objet de travaux en psychologie sociale et cognitive, dont je vais davantage vous parler. En particulier en psychologie sociale et cognitive, donc l'étude, disons, des fondements cognitifs de l'acquisition des croyances par le biais d'autrui suit plusieurs tendances, mais il y a un contexte général, et c'est en tout cas le contexte large de l'article du travail que je vais vous présenter, consiste, disons, en une critique d'une certaine tendance qu'on pourrait désigner comme celle qui relève de ce génie au pluriel, parce que biais cognitif, on en parle dans plein de domaines, enfin ça veut dire vraiment beaucoup de choses différentes. Mais disons que là, mon approche et celle de mes collaborateurs, que je vais vous présenter dans un instant, consiste à être plutôt à établir une distance critique vis-à-vis de l'approche par les biais cognitifs, pour le dire très rapidement, ce seraient des tendances systématiques irrationnelles dans le raisonnement. On est plutôt à établir une distance critique vis-à-vis de ces approches et à réévaluer en fait cette idée assez courante aujourd'hui selon laquelle les humains sont assez fondamentalement irrationnels dans beaucoup de situations. Et en particulier donc, mes deux collaborateurs qui sont Ulrike Hahn et Adam Harris, donc de UCL, Zoom et de Birkbeck College, la première, ont développé bien avant moi et ont accueilli dans ce contexte-là une approche, développe vraiment une théorie et
beaucoup d'expériences visant à remettre en question cette idée, en tout cas le côté systématique, général de l'idée de biais cognitif. Ça, c'est le contexte vraiment très général. Plus précisément là, le travail que je vais vous présenter, c'est un article, donc c'est Adam et Ulrike, qui est un article dont voici le titre que j'ai soumis hier soir à 23h50. Donc voilà, qui vise à, donc c'est un article expérimental, qui vise à remettre en question, à critiquer la théorie de Daniel Gilbert. Merci d'avoir fait l'introduction. Qui est un psychologue, donc je vais vous en dire plus sur sa théorie. Un article qui est hyper cité, qui date du début des années 90, donc c'est un travail assez ancien déjà. Bon, je vais vous en dire plus dans le détail, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que cette théorie de Daniel Gilbert? Parce qu'il a fait beaucoup d'autres choses, mais celle sur laquelle on s'est penché. Alors, il l'appelle spinozisme, je ne vais pas rentrer dans les détails de la raison pour laquelle il l'appelle spinozisme ici, il est fondé à le faire. Mais en tout cas, c'est la théorie qui appelle spinozisme, qu'il a développée dans un article de 91. Très simplement, sa théorie consiste à dire que quand on reçoit un énoncé, quand on entend, qu'on lit, qu'on est le récepteur d'un énoncé, on ne peut pas dans un premier temps ne pas le croire, cet énoncé. Autrement dit, ce serait vraiment ancré très profondément dans notre structure cognitive. Le simple fait de comprendre un énoncé implique de se le représenter comme vrai. Donc il y a un premier mouvement d'acceptation qui est nécessaire à la compréhension même de l'énoncé. D'abord, il y a une impossibilité de suspendre son jugement avant d'accepter ou de rejeter l'énoncé, d'une part. D'autre part, bon, c'est une manière de se représenter un peu nos croyances comme une boîte de croyances dans lesquelles il y a des propositions, dans lesquelles les propositions figurent comme étant vraies, mais bon, ça c'est pas non plus quelque chose sur lequel je vais m'attarder. En tout cas, l'idée principale, c'est quand j'entends quelque chose, quand on me dit quelque chose, je dois l'accepter pour le comprendre, première étape, et éventuellement, dans une deuxième étape, je l'évalue, je me demande si c'est plausible, si c'est vrai, si ça colle avec d'autres choses que je crois par ailleurs, si ma source est fiable, enfin toutes ces étapes-là qui viennent dans un deuxième temps qui est, pour ainsi dire, chanté si mon esprit est occupé à autre chose. Donc vous voyez directement le lien avec la théorie système 1, système 2, que l'on critique aussi par ailleurs, mais peu importe, en tout cas, voilà, typiquement, Daniel Kahneman cite ses expériences de Gilbert, dont je vais vous dire quelques mots après, comme venant à l'appui de la théorie des deux systèmes, en étant une très bonne illustration. Vous comprenez aussi que cette théorie est considérée comme une explication potentielle, effectivement, de la persistance des fausses croyances après qu'elles ont été démenties, donc même l'inefficacité des démentis, parfois même l'effet pervers des démentis. Si je vous dis, je prononce un énoncé, qu'ensuite je vous explique à quel point il est faux, il est mal fondé, bah, c'est peut-être déjà trop tard. Vous l'avez entendu, vous l'avez accepté, et quand bien même je le démentis, il y a quelque chose qui restera et qui continuera à jouer un rôle dans vos décisions et vos raisonnements. Il est évidemment très important de comprendre que cette deuxième étape, l'opération du système 2, selon Kahneman, est empêchée par dans les situations où l'esprit est occupé à autre chose, mais on est capable. Enfin, l'idée n'est pas qu'on ne peut pas, évidemment, on peut rejeter des informations, mais ça demande un travail cognitif, une énergie cognitive qu'on n'est pas toujours prêt à fournir. Et dans ce cas-là, on ne peut pas, ayant accepté dans un premier temps pour comprendre l'énoncé, on va continuer à croire que cet énoncé va continuer à jouer un rôle. À l'appui de sa théorie, donc j'y viens enfin, Gilbert et ses collègues ont fait un certain nombre d'expériences, dont une est assez centrale et première, qui est celle qu'on a critiquée, qui repose sur un paradigme expérimental hyper simple, dont l'idée de base est fondée sur la thèse selon laquelle, quand l'esprit est occupé à autre chose, la deuxième étape, celle de l'évaluation, est interrompue. Donc, la théorie, l'expérience, je crois que c'est une des premières de Gilbert, mais qui est vraiment peut-être la plus citée, parce qu'elle est très simple en fait, que donc on a
expliqué, on a reproduit, donc je vais vous expliquer, date de 90, elle consiste très simplement dans le fait de présenter à des participants au sujet de l'expérience une série d'énoncés. D'énoncés dont il faut qu'ils soient nouveaux, que les sujets ne connaissent pas, ne sachent pas à l'avance s'ils sont vrais ou faux, ils n'en ont jamais entendu parler, sinon ils sont déjà quelque part dans leur boîte de croyances, donc ils sont déjà représentés comme vrais ou représentés comme faux, donc il faut que ce soit nouveau. Si bien que, les énoncés qu'ont choisi Gilbert et ses collègues sont des énoncés sur la signification supposée de mots en langue a priori aucun des participants ne le connaît, donc on vous donne, on vous dit Turing is a doctor. Bon. Donc on vous présente une série d'énoncés. Après chaque énoncé, on vous dit, après certains énoncés, on vous dit que l'énoncé que vous venez de voir, qu'on vient de vous présenter, est vrai. Dans d'autres cas, qu'il est faux, et dans d'autres cas, on ne vous dit rien. Et dans certains cas, juste après vous avoir dit vrai ou faux, mais vraiment juste après, on vous fait effectuer une autre tâche. Vous entendez un son, vous devez appuyer sur une touche, peu importe. Dans la phase de test, on vous présente les énoncés critiques, c'est-à-dire ceux pour lesquels on vous a donné la valeur de vérité, et les énoncés nouveaux qui n'ont pas été présentés pendant la première phase. Et vous avez le choix entre répondre c'est vrai, c'est faux, ça m'a été présenté mais on ne m'a pas dit si c'était vrai ou faux, pas d'information, ou bien j'ai jamais vu cet énoncé, donc ça ne m'a pas été présent. La prédiction qui se réalise de Gilbert est que, la prédiction de Gilbert, c'est qu'il va y avoir une tendance à, quand l'enregistrement de l'information sur la valeur de vérité a été interrompu par une deuxième tâche, on va classer comme vrai les énoncés dont on nous a pourtant dit qu'ils étaient faux, et pas l'inverse. Donc il y aura ce qu'il appelle un biais de vérité, une tendance à classer comme vrai ce dont on nous a dit qu'il était faux, et pas à classer comme faux ce dont on nous a dit qu'il était vrai. Alors il y a pourquoi il y a quatre, mais en fait il y a deux mesures. Il y a la mesure des énoncés vrais, des identifications correctes, c'est-à-dire le nombre de fois où je vais classer comme vrai ce dont on m'a dit qu'il était vrai, et je vais classer comme faux ce dont on m'a dit qu'il était faux. Les identifications correctes, c'est les deux, c'est la moitié gauche, donc true as true et false as false. Et à droite, vous avez les inversions. C'est les cas où vous avez classé comme faux ce dont on vous a dit que c'était vrai, et inversement. Les deux ne sont pas forcément complémentaires parce qu'il y a des rappelez-vous, il y a d'autres réponses possibles. Vous pouvez dire on m'a rien dit ou j'ai jamais vu cet énoncé. Donc il se peut, là, les deux patterns, vous voyez, sont à peu près complémentaires, mais il n'y a pas de nécessité à ça. Donc on observe effectivement, en noir c'est quand il n'y a pas de deuxième tâche secondaire, et en gris c'est quand il y a une tâche secondaire. Bon voilà, à gauche vous voyez que grosso modo le fait d'avoir autre chose, d'avoir une tâche secondaire vous empêche pas de bien identifier les énoncés vrais comme étant vrais. Par contre, vous plantez très souvent, vous identifiez moins souvent les énoncés faux comme étant faux quand vous avez été interrompu au moment où on vous disait que l'énoncé était faux. Et inversement à droite, vous allez plus souvent confondre, dire qu'un énoncé, vous n'allez pas souvent dire qu'un énoncé vrai est faux, mais vous allez souvent dire qu'un énoncé faux est vrai. Ok. Alors, nos critiques initiales vis-à-vis de ce travail, je vais les passer très vite pour vous raconter ce que j'ai fait, sinon je ne vais pas avoir le temps. Comment? J'ai encore quoi, 8 minutes, quelque chose comme ça, non? D'après mon compte. Bon, alors j'accélère. Je vais quand même, notre critique initiale, on laissait la première ligne de côté. C'est d'abord que les énoncés dont on parle, les énoncés qui sont utilisés dans l'expérience de Gilbert ne portent pas sur le monde, n'ont pas de plausibilité initiale. Si bien d'une part que si ça doit s'appliquer uniquement aux énoncés aussi peu informatifs, aussi peu intéressants et aussi peu a priori plausible ou pas plausible, la théorie est déjà assez restreinte en termes de pouvoir explicatif sur tous les phénomènes déjà évoqués.
Et d'autre part, notre question de départ, c'est mais au fond, est-ce que si on fait varier la plausibilité initiale de l'énoncé, le truc marche encore, la prédiction de Gilbert se réalise encore. Donc notre projet était à la fois de montrer que quand un énoncé est peu plausible, le biais de vérité décrit par Gilbert n'apparaît pas, d'une part, mais d'autre part aussi, il fallait quand même exclure que ce soit simplement parce que finalement les gens regardent, réfléchissent pendant la deuxième phase et se disent non, c'est pas plausible. Ce serait possible. Gilbert pourrait répondre oui, non, quand c'est pas plausible, ils sont quand même ils réfléchissent un peu plus pendant la deuxième phase, donc ils disent que c'est faux, mais c'est parce que c'est pas plausible, c'est pas parce qu'ils n'ont pas d'abord enregistré comme vrai. Bien, je vais essayer d'avancer un peu vite, mais donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit il faut prendre des énoncés que les gens ne connaissent pas déjà, parce que si on leur dit les poissons volent, ils savent déjà que c'est pas vrai, donc ils vont pas l'enregistrer comme vrai. Donc on a essayé de chercher ce qu'on appelle les strange laws, les strange facts, des choses rigolotes dont on a essayé de s'assurer qu'elles étaient vraies quelque part. Donc on a choisi un certain nombre d'énoncés qu'on a pré-testés auprès d'une première population pour s'assurer qu'ils n'en avaient pas entendu parler d'une part, c'était bien nouveau, et d'autre part pour les catégoriser selon des énoncés en plausible, pas plausible. Donc on s'est retrouvé avec 4 catégories d'énoncés, pardon, j'ai oublié de dire quelque chose, pour avoir des énoncés équivalents. Pour contrebalancer, on a pris à chaque énoncé vrai, on l'a transformé en un énoncé faux. À la place de Floride, on a mis Caroline du Sud. Donc c'est bien qu'on avait deux ensembles de 24 énoncés, peu importe. La moitié, un quart plausible et vrai, un quart plausible et faux, un quart pas plausible et vrai, et un quart, j'ai mis implausible, je sais que c'est pas français, mais c'est pour les initiales, sinon pas plausible, et implausible et faux. Je passe les prédictions parce que de toute façon elles se sont réalisées, donc je vous montre les résultats. Alors là je vous montre d'abord en fait, je passe sur les détails, il y a tout le temps une deuxième tâche, enfin ce sont que il y a tout le temps une deuxième tâche à effectuer, donc il n'y a pas interrupted, non-interrupted. Donc là vous avez les résultats pour les énoncés plausibles, et à gauche et non plausible à droite, des inversions, donc des cas où les sujets ont placé comme vrai les énoncés faux et comme faux des énoncés vrais. Je passe vite, vous voyez que on a exactement le truc opposé. Pour les énoncés plausibles, les gens disent plus que c'est vrai alors que c'est faux, et pour les énoncés pas plausibles, ils disent plus que c'est faux alors que c'est vrai. Donc le schéma inverse pour les plausibles, on retrouve le même schéma que Gilbert. Pour les pas plausibles, ça inverse le schéma. Alors là, vous pourriez me dire, oui, mais enfin bon, finalement, ils répondent en fonction de la plausibilité. Et bien, en fait, les identifications correctes excluent cette réponse. Donc, rappelez-vous, donc là, on n'a pas un schéma complémentaire, contrairement à ce qu'est le cas chez Gilbert, on n'a pas un schéma complémentaire. Les sujets, en fait, sont très bons à dire qu'un énoncé qui est très peu plausible mais qui est vrai est vrai. Là où ils ne sont pas bons, c'est quand ils se trompent, enfin là où ils ne sont pas bons, plutôt, quand ils se trompent, quand ils ne se souviennent pas que l'énoncé, donc c'est là, hein, les pas plausibles, à droite, quand ils ne... Donc, ça pardon, vrai... Pardon. Je ne pas que je dise d'absolution. Bleu, c'est vrai, et orange, c'est faux. Quand vous avez... donc, les sujets se souviennent, enfin, sont bons à identifier les énoncés pas plausibles et vrais, ce qui prouve qu'ils ont appris quelque chose, qui ne répondent pas seulement selon la plausibilité relative. Alors ça, on l'explique par un effet de surprise, tout simplement. C'est surprenant d'apprendre qu'il est interdit en Floride, donc il y a un effet de mémorisation plus fort. Mais cet effet de mémorisation plus fort, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a aucune raison d'augmenter les inversions. Quand vous ne vous souvenez pas, vous pourriez dire, bah, je ne sais pas, on ne me l'a pas dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi plus d'inversions de pas plausible vrai en faux. Si ça suggère, alors je vous montre la dernière image qui devrait être peut-être illustrer ça un peu plus clairement. Donc vous avez plausible vrai, plausible faux, pas plausible vrai, pas plausible faux.
en fait, si vous regardez IV, donc pas plausible vrai, donc des choses vraiment surprenantes, en bleu, assuré ou non, c'est ce dont je me souviens, c'est-à-dire je me sais qu'on m'a dit quelque chose, je l'ai vu, et on m'a dit quelque chose à ce propos. Si on m'a rien dit, je mets no information ou never seen. Donc les bleus, en entier, c'est les énoncés qui me sont familiers, dont je me souviens qu'on m'a dit quelque chose. Et ce qui est surprenant, ce qui confirme nos prédictions, c'est que pour les pas plausibles vrais, c'est ceux dont on se souvient dans l'ensemble le mieux de les avoir vus et d'avoir appris quelque chose à leur propos, vous voyez. Mais pour autant, au sein de ceux dont on se souvient bien qu'on a dit quelque chose, quand même, on inverse davantage. Donc ce qu'on conclut de ça, c'est que la plausibilité joue bien un rôle et inverse tout à fait le truth bias de Gilbert. Quand c'est pas plausible, on a plutôt un falsity bias, donc c'est plutôt un biais de plausibilité qui du coup n'est pas du tout un biais. Donc ça c'est quand on se trompe. Oui, bah voilà, en fait c'est ça, excusez-moi, du coup j'ai dû accélérer, je me suis un peu perdue. On a l'effet de surprise vient annuler les inversions trop systématiques de vrai en faux, de pas plausible vrai en faux, mais encore une fois, il y a bien un effet emmagazement, il y a bien un effet stockage de l'information et je sais que j'ai appris, je sais qu'on m'a parlé de cet énoncé, qu'on m'a dit quelque chose à propos de cette chose, je l'ai enregistré, mais quand c'est pas plausible, je l'enregistre comme faux par défaut. C'était ça le message. Encore une fois, ce qui était important, c'est à la fois de montrer que le pattern de Gilbert s'inversait, mais que ce n'était pas simplement parce qu'on répondait juste en fonction de la plausibilité, puisqu'ils sont très bons à identifier les non plausibles vrais. Pardonnez-moi. Du coup, je passe sur la conclusion qui est plutôt qui est plus générale, voilà, j'arrête puisque j'ai parlé 20 minutes. Alors là, je dois débrancher ça. Et normalement, je pense qu'il faut faire baisser. Il est déjà dessus. Oui. Donc, voilà. Ouais, c'est bon, mais c'est pas quoi faire. Comment? Non, mais je sais pas comment. Ah oui, il faut que je puisse l'activer. C'est-à-dire que je ne vois pas là. Ah oui, avec la structure. Directement là. Bah, C'est celui que je ne vois pas parler. ah, non, c'est juste Ah, ok. Et ça s'affiche. Malgré tout, je ne sais pas où est mon truc. Je le vois pas. Ah, je suis vraiment fatigué. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est pas ça. Pourquoi je vois rien? Ok, merci. Voilà. Merci à la Fondation d'avoir accepté un projet avec un titre pareil. Sachez que c'est venu, ma soumission du projet est venue simplement en réécoutant la chanson de Jodassin sur les pains au chocolat. Vous voyez de quoi je parle pour les plus anciens? Elle est chouette. Alors, la deuxième raison, à part la chanson de Jodassin, c'est que je ne supporte pas ces machines-là. Là aussi, vous voyez de quoi je parle. Depuis qu'elles se sont installées dans les boulangeries, donc spécialement dans les boulangeries, ça comme c'est là, je suis super agressif, très agressif. Et je trouve que la boulangère est également très agressive, bizarrement. À partir du moment où il y a ces machines. Ça perturbe ma vie quotidienne parce que j'achète du pain régulièrement. Et les passants du pain. Je regardais beaucoup les boulangères autrefois. Elles me regardaient quand j'étais plus jeune. Ça se passait très bien. Mais depuis qu'il y a ça, c'est catastrophique. Une fois, j'ai interrogé une boulangère, mais pourquoi vous avez mis ça? C'est désagréable, il n'y a plus de relation entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous comprenez, monsieur, c'est par sécurité, parce que de toute façon, tous les arguments sont sécuritaires. Donc, c'est pour éviter qu'on les vole.
J'ai interrogé une deuxième boulangère. Ah, mais monsieur, c'est parce que en fait, nos employés ont tendance à ne pas rendre la monnaie comme il faut. Donc, du coup, c'est contrôlé. Donc, voilà tous les motifs purement empiriques sur un échantillon d'à peu près 3 personnes que j'ai pu isoler. Donc, j'ai mené une expérience un peu plus sérieuse. Et pour des raisons qui seront claires à la fin de l'exposé d'ici 20 minutes maximum, je vous expliquerai comment je réfléchis sur la relation entre le fait d'avoir une transaction monétaire et d'avoir une expression faciale qui accompagne ou pas cette transaction monétaire. Ça, ce sont des planches classiques des années 1860 d'un certain Guillaume Duchesne. Et je n'ai pas de pointeur malheureusement, mais là vous avez ici ce qu'on appelle un sourire de Duchesne. Et là vous avez un sourire de non-Duchesne, ou un non-sourire de Duchesne. Donc un sourire de Duchesne, merci beaucoup, c'est très gentil. Donc c'est pas très probant, voilà. Donc ça c'est Duchesne. Et il est en train d'activer avec de l'énergie électrique les muscles zygomatiques, faciaux, etc. pour stimuler muscle par muscle l'expression du visage sur ce code-là, c'est sympathique. Là il sourit vraiment, là il sourit pas vraiment. C'est pas forcément très net sur ces planches, mais quand même un peu peut-être. Ce qui fait la différence, c'est là. Le vrai sourire s'exprime là. Pas là, mais là. Alors, j'ai pas le temps de développer tout ce que j'aurais fait expérimentalement, parce que là, je vais vous montrer des sourires complètement stéréotypés dans la tâche expérimentale que je vais vous présenter, mais dans une version plus élaborée de la tâche, on a aussi contrasté les vrais sourires et les faux sourires. Alors, comme Claudia Sénic l'a dit au départ, je prends une tâche d'économie expérimentale très canonique, extrêmement banale, extrêmement répandue, qui s'appelle le jeu de la confiance. Il n'y a rien d'original pour l'instant. Dans ce jeu, vous avez deux joueurs. Un joueur 1 qui investit une somme d'argent sur sa dotation initiale. Bon, là, dans ce jeu, il y en a deux. Dans l'expérience que je vais vous montrer juste après, on a écrit 10 €. Donc là, il a deux. C'est pour vous illustrer le mécanisme, enfin, le fonctionnement du jeu. Il n'investit pas, donc il garde 2 et l'autre à 0. Ou il décide de faire confiance. C'est pour ça que ça s'appelle un jeu de la confiance. Dans le deuxième joueur, on ne connaît pas forcément. Ne connaît pas dans le jeu. Et le receveur, celui qui reçoit la somme de 2, alors quand la somme est transférée, il y a un facteur d'investissement, ici c'est 4 dans ce schéma, et là dans ce schéma-là, il décide soit de partager, donc 2 fois 4 ça fait 8 je crois, donc il partage 4, ou alors de tout garder pour lui. Donc vous voyez que quand l'investisseur, investor, décide de faire confiance, il est face à ce risque-là. D'accord? Donc faire confiance, ça implique qu'il peut tout garder. Ou alors, maximiser. Donc on a implémenté ce genre de jeu, non pas avec des vraies boulangères, j'aurais bien aimé avoir un échantillon de vraies boulangères au-delà de 3, mais avec des sujets. Donc là on oublie la boulangerie, si vous permettez. Et donc on a fait ce jeu, quand je dis on, c'est avec un de mes doctorants. Et on a donc fait des expressions faciales au départ qui sont neutres. Vous voyez, donc le sujet voit l'expression faciale, neutre au départ. Il investit n sur 10, donc il peut choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ou 0. Et ensuite, le sujet, l'autre, donc ça c'est le sujet, c'est l'image que le sujet voit, c'est l'allocateur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui-là, celle-là, peut coopérer ou ne pas coopérer. Et puis alors, ici, vous voyez, c'est un visage féminin, on a fait aussi des visages masculins, je vais vite, je ne vais pas vous montrer tous les détails. Et on est dans une condition très importante, que je vais étudier spécialement, qui est ce que j'appelle une condition incongruente, dans la mesure où, là, le retour va être positif, vous voyez, donc le sujet va recevoir 2 fois son investissement, comme dans le jeu de la confiance où il y a coopération, il reçoit 2 fois son investissement, il investit n, il reçoit 2n. Mais le retour est sans sourire. Alors on avait hésité à faire des têtes énervées et méchantes, on a juste pris pour la condition incongruente coopération et neutralité, non sourire. Ou alors le sujet ne reçoit rien en retour, dans les conditions incongruentes, par contre il reçoit en feedback un vrai sourire. Je te rends rien, je te vole ton argent, mais en plus je te souris, d'accord? Ok? Donc ça c'est ce qu'on appelle une défection, et ça une coopération. Dans une condition d'incongruence, c'est-à-dire je coopère mais je ne souris pas, je ne coopère pas mais je souris. Quand je dis je, c'est l'autre. Je veux vraiment. Ok. Comment on a implémenté la coopération? Avec des probabilités de coopération, pas de façon systématique. Alors c'était des blocs de 30
essais par bloc et il y a eu 3 fois essais. Pour avoir une expérience assez longue, il pourra faire des stats ensuite, mais je vais vite. Mais je pense que si donc on joue plusieurs fois avec la même personne. Hein? On joue plusieurs fois avec la même personne. Oui, voilà, c'est ça. Avec 3 visages, voilà, parce que c'est 3 blocs, et à chaque fois c'est 3 visages féminins ou 3 visages masculins, etc. La coopération, c'est une probabilité de coopération qui peut être en situation de non-coopération, un tiers du temps seulement, il y a de la coopération, c'est que 2 tiers du temps, il y a de la défection, on ne reçoit rien en retour de son investissement, ou alors la moitié, donc c'est neutre, si vous voulez, du point de vue de la coopération, c'est 50-50, ou alors ce qu'on appelle la coopération dans le jeu, c'est 2 tiers du temps, il y a de la coopération, un tiers du temps, il n'y a pas de coopération. Donc c'est jamais de la coopération pure et de la non-coopération. Pour les hommes, pour les femmes, enfin pour des visages féminins ou pour des visages masculins, si vous me permettez, et puis alors pour des situations de congruence, donc quand je coopère, je souris, quand je ne coopère pas, quand je dis je, c'est l'autre. Quand l'autre coopère, il sourit, quand l'autre ne coopère pas, il ne sourit pas, le visage qu'on voit. Hein. Ou d'incongruence, c'est l'inverse. D'accord? Il fait défection, il sourit, il coopère, ou elle coopère, elle ne sourit pas. Ok, donc voilà, ça c'est le design expérimental, 3 fois, 30 fois, etc. Si vous voulez les détails, je vous les donnerai plus tard, mais allons directement aux résultats. Les principaux résultats sont les suivants. Il y a une persistance de la confiance en cas d'incongruence, c'est-à-dire quand il y a sourire, mais quand même défection. Il n'y a pas de retour monétaire à mon action, mais il y a sourire en retour. Je continue dans les essais précédents, et assez longtemps, moi le sujet, à faire confiance, à coopérer. Donc il y a quelque chose qui se passe avec le sourire qui biaise la perception de la situation économique réelle. Il y a un effet de genre qu'on a noté, les femmes font moins confiance que les hommes dans ce jeu. Ça veut dire aussi peut-être qu'elles détectent mieux l'incongruence des rapports en cas de non-coopération. Ensuite, ça c'est déjà plus une interprétation sans doute qu'un résultat, je l'évite. C'est-à-dire que le sourire peut être un renforçateur ou alors un substitut de la récompense monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, une des interprétations que je tiens dans ce papier, à laquelle je tiens aussi d'ailleurs, c'est que finalement, peut-être que je m'aperçois que la boulangère, parce qu'en fait ça c'est une expérience vraiment subjective, peut-être que je m'aperçois que la boulangère est en train de me prendre un peu de monnaie, mais la manière dont elle le fait, dont elle me sourit, fait que ça me fait quand même plaisir. Pour aller vite. Alors, excusez-moi, les résultats de façon sérieuse sont présentés ici, vous allez voir les effets statistiquement. Donc, pour lire ça, regardez déjà ces 2 trucs-là. Là, c'est quand on est dans une situation de congruence, et là, alors en vérité, c'est 0,33, 0,5 et 0,67, mais pour les analyses statistiques, j'ai codé 0,51, mais rappelez que ça, c'est le niveau de coopération faible, ça, c'est le niveau de coopération moyen, ou pas de coopération, et ça, c'est le haut niveau de coopération dans la tâche. Et ça, là, voilà, donc ça, c'est ici, et là, vous avez en ordonnée une question à la fin de l'expérience qui est avez-vous eu l'impression d'avoir affaire à une partenaire ou un partenaire coopérateur? Donc c'est reported frequency. Et à quelle fréquence pensez-vous que votre partenaire a coopéré dans la tâche? Évaluez cette fréquence. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas fait le truc 0, 1. On puisse avoir une tâche d'évaluation à la fin, précisément. Vous voyez que quand c'est congruent, c'est assez linéaire, parce que là ça représente à peu près, c'est un peu moins que 0,33, mais c'est assez clair. Là c'est typiquement 0,67. En cas de congruence, il y a une évaluation très claire, assez bonne, même très précise parfois, ici en tout cas. Là c'est un peu en dessous de 0,50, ok, de niveau de coopérativité effectif. Donc le niveau perçu et le niveau effectif sont assez proches. Presque. Ce qui m'intéresse, c'est surtout ça. Le cas d'incongruence. Dans quelle mesure l'incongruence que je vous ai présentée dans la tâche va affecter le niveau perçu de coopérativité. Vous voyez que, par rapport à la congruence, si on me sourit alors qu'il y a défection, je crois qu'on a coopéré dans une plus large mesure. A l'inverse, ici, si on ne sourit pas alors qu'il y a coopération, je considère vraiment très en dessous de 50%, et c'est très significatif de mon résultat, qu'il n'y a pas eu de coopération. Donc, ça c'est des contrôles en cas de neutralité générale. Bon, alors la neutralité, comme c'est un peu, voilà, c'est ça. Il y a un effet de croisement avec la congruence ici, donc ça peut s'expliquer. Et ça, c'est quand la tâche est purement randomisée. On peut difficilement lire le niveau de coopérativité. Mais vous voyez, donc, ce que vous voyez ici, là, c'est vraiment l'impact, notamment du sourire, sur la perception, ici en tout cas,
de la coopération alors qu'il n'y a pas de coopération, ou l'impact du bon sourire sur la coopération, sur la perception de la coopération alors qu'il y a la coopération. Alors si j'ai encore, Claudia, combien de temps? J'ai oublié de regarder. 5 minutes, si vous me permettez, Oui, bien sûr. pour aller, maintenant que j'ai donné les résultats principaux de l'expérience, pour essayer de comprendre quelque chose sur les rapports entre visage et monnaie. Quelque chose que je n'ai pas présenté dans les versions précédentes d'élaboration de notre projet au sein de la fondation. Il y a eu beaucoup de pièces ce matin, moi je prends des pièces extrêmement banales, ni Trajan, ni Caligula, ni Caracalla, mais des euros, des dollars australiens, des francs français et des marques finlandais. Et ce qu'on voit ici, c'est une tâche que j'ai demandé au sujet de regarder ces pièces. De regarder ces pièces avec un dispositif d'imagerie cérébrale pour voir ce qui va se passer quand il regarde ces pièces dans une certaine tâche. Et je vais mettre les deux choses en rapport rapidement. Donc, il y a des pièces que j'appelle valides au sens où elles ont cours aujourd'hui, l'euro et le dollar australien, et des pièces non valides au sens où elles n'ont plus cours aujourd'hui. Et puis il y a des pièces que j'appelle familières pour mes sujets, l'euro et le franc étaient familiers pour mes sujets, tandis que je me suis assuré que les sujets n'avaient jamais vu le dollar australien ni le marque finlandais. La tâche que je vais faire est une tâche relativement simple, qu'on appelle one back en psychologie expérimentale, où sur un écran d'ordinateur, ils vont voir des stimuli à la suite et ils doivent cliquer sur la souris de l'ordinateur quand ils voient deux fois la même chose. D'accord ? Cette tâche va se faire en imagerie cérébrale, en MEG, encéphalographie. On va regarder le décours temporel de la perception des pièces dans certaines aires cérébrales pour voir si l'effet de familiarité ou l'effet de validité vont avoir un effet sur ce décours de la perception dans l'aire visuelle du cerveau. Alors, je vais très vite. Le résultat principal est là. Donc, dans les aires visuelles qui sont un peu soulignées par une couleur plus foncée ici, dans l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau, vous avez dans une fenêtre à 150 millisecondes de décours temporel, c'est la fenêtre un peu jaunie ici, une classification par l'aire visuelle des pièces de monnaie qui ont été présentées, en fonction non pas de la familiarité, de leur degré de familiarité que les sujets avaient avec ces stimuli monétaires, ces pièces, ces artefacts, mais en fonction de leur validité. C'est-à-dire si les pièces étaient maintenant valides ou non valides. Rappelez-vous que parmi les pièces valides, il y avait des pièces dont le sujet n'est absolument pas validé, comme le dollar australien et le marque finlandais en particulier. Donc il y a deux résultats intéressants ici, sur lesquels je vais vite. D'abord, c'est le fait d'une fenêtre temporelle extrêmement précoce, c'est quasiment automatique. La détection de la validité monétaire est quasiment automatique. Alors automatique, bien que ça va beaucoup plus vite, par exemple, si je dis truirine, bon maintenant je sais que c'est un mot de la langue copie, je ne le savais pas il y a 2 minutes, mais j'ai mis 450 millisecondes dans mon cerveau. Les aires liées au traitement sémantique ont mis 450 millisecondes pour dire truirine, c'est un mot de Lopi, mais c'est un mot de Lopi. Ok? Là, je mets 150 millisecondes. Alors ça, c'est important. 150 millisecondes, c'est la durée de traitement de dire « Ah, voilà un visage humain, qui ne sourit pas d'ailleurs. » Maintenant, oui. Ça met 120, 150 millisecondes pour pouvoir le dire dans l'air visuel. Ok? Donc, il y a un traitement de décodage de la validité monétaire. Cette pièce est bonne. Cette pièce est bonne, là, dans la transaction, en 150 millisecondes, comme pour un visage, et non pas comme pour un mot et son entrée dans le lexique d'une langue naturelle quelconque que je connaîtrais ou pas. Mais une pièce est bonne dans l'ensemble des pièces familières ou dans tout l'ensemble? Une pièce est bonne et valide au sens, soit c'est le dollar australien, soit c'est l'euro. Mais c'est pas familier Familière ou non? Familière ou non. Ils avaient, j'ai obligé d'aller vite parce que j'ai très peu de temps, mais ils avaient au début de l'expérience une phase d'initiation, une procédure d'initiation à dire ça c'est le dollar australien, c'est valide en Australie aujourd'hui. Oui, c'est un résultat surprenant, publié au demeurant. Intéressant peut-être, mais voilà. Donc j'insiste effectivement, le décodage par l'air visuel se fait de manière extrêmement précoce et donc quasi automatique pour les pièces et découpe. Les activités sont découplées entre les pièces valides et non valides, pas entre les pièces familières et non familières. Donc le critère c'est la détection de la validité monétaire de manière précoce. Comme pour les visages, et surtout, là aussi j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet et je perds un peu ma prudence quand j'ai 20 minutes, mais surtout, cet effet principal de validité que je vous ai montré sur la diapo précédente, où est-ce qu'on reconstruit ensuite les activités par R, si vous voulez, on les reprojette sur un cerveau type, avec tous nos sujets, et c'est là. L'effet principal est ici.
Qu'est-ce que c'est que cette zone? C'est indiqué ici, c'est le gyrus fusiforme, qui est la même zone dans le cerveau qui traite des visages. Alors, là, je conclue, toutes les spéculations sont permises, ou pas. Là, je suis très sauvage et je vais spéculer à mort. D'ailleurs, j'adore spéculer parce que c'est mon truc dans la vie de spéculer, dans tous les sens du terme. Donc, des monnaies valides alors. Ouais. Voilà. Alors, bon, avant ça, c'est une conclusion finale, mais sur cette aire gyrus-fusiforme, l'hypothèse que je développe avec beaucoup de précaution, et là j'en prends pas assez, c'est de dire que c'est une hypothèse d'ailleurs qui a été développée à propos d'autres choses, à propos d'autres systèmes symboliques comme la lecture et les mathématiques, l'arithmétique, le traitement des nombres en particulier, des chiffres en fait, et des lettres, qui est l'idée d'un recyclage culturel des aires corticales. C'est-à-dire, il y a un invariant anatomique à travers toutes les populations, y compris des populations comme des populations amazoniennes qui étaient sans nombre et sans lettres jusque-là, c'est l'expérience de Dehaene en Amazonie, qui montre qu'il y a un traitement anatomique invariant par le cerveau, donc un traitement physiologique invariant de ces stimuli. Ça ne peut s'expliquer, cette invariance, non pas par l'évolution, parce que ces stimuli sont trop récents dans l'histoire humaine, mais par, c'est son hypothèse, un recyclage qu'il appelle recyclage culturel cortical d'aires qui étaient dédiées à d'anciennes fonctions écologiques dans notre environnement pour le traitement automatisé et rapide de ces stimuli culturels nouveaux. Je risque, en spéculant beaucoup, la même hypothèse pour les pièces de monnaie dans ma tâche. En fait. Et là où je spécule encore plus, c'est que, étant donné l'effet principal de validité que j'ai repéré sur le traitement de la validité monétaire, je risque l'hypothèse du recyclage cortical culturel à partir de zones dédiées au traitement du visage qui se transposent, qui se transforment par des mécanismes encore à explorer, que j'explore d'ailleurs au-devant dans un certain nombre d'expériences. Donc, passage du traitement du visage humain et de l'expression faciale au traitement de la validité monétaire. Donc, pour en revenir à ma boulangère, moi, ce que j'aime pas dans la dissociation entre le traitement de la main à la main avec son sourire et puis ces machines, ces horribles machines sécuritaires qui se sont mises en place dans les boulangeries, c'est qu'il y a plus cette interaction directe entre une monnaie et le visage qui fait partie pour moi de ma fabrique biologique. Intime. Quand je rends la monnaie, j'aime bien voir à qui je la rends. Même si, j'en conviens, la monnaie était faite fonctionnellement, théoriquement, en tout cas pour éviter ces transactions face à la face, pour au contraire renforcer l'anonymat. Donc c'est pour ça que je dis, de manière très générale et très philosophique, qu'on vit avec deux temporalités, c'est ce que j'ai mis dans le petit texte d'introduction, une temporalité d'évolution à long terme, le traitement du visage, qui rentre en interaction parfois conflictuelle avec une modalité d'existence dans le monde économique beaucoup plus récente avec des artefacts comme la monnaie. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre les interactions entre les deux, peut-être à travers cette hypothèse que j'ai